7h-10h, la matinale avec Kim sur Peur FM. Eh bien, parmi nous, et ça fait plaisir, et je vais lui ouvrir, mais d'abord, avant d'ouvrir le micro, Asdine, je suis obligé de te mettre la petite musique, c'est le grand Kahwa, Asdine Ahmed Chaouch de retour d'Algérie. Asdine, c'est incroyable. Bon, pardon pour cette petite absence, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Oui, J'étais tout à l'heure, en Algérie pour un Algerian Tour, tu aimes bien dire ça. C'était pas mal, j'ai vu beaucoup d'images, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Mais ce matin, c'est un invité que nous recevons. Oui, c'est bien l'heure du grand Kahwa. Au menu, le traditionnel Kahwa brûlant. On va parler de la guerre au Proche-Orient. On est le 7 octobre, c'est malheureusement l'anniversaire. Et je voulais faire ici un petit bilan de l'attitude française dans ce conflit qui a tué énormément de civils. Parmi ces civils, on le sait, beaucoup d'enfants. Et puis l'invité de notre Kahwa sans filtre, je peux le dire, je suis très heureux de l'avoir avec nous. Ça fait plusieurs semaines que je faisais une petite danse du ventre un peu pour l'avoir. Bah oui, mais il faut caler les agendas aussi. Voilà, tout le monde à ses rendez-vous. Alors d'après Mediapart, on va jouer un peu au jeu des devinettes, c'est le nouveau fantassin de la gauche. Voilà. Pour Libé, c'est le capitaine de la nouvelle équipe social-démocrate. Pour Le Monde, mon invité à la hype. Alors, c'est pas rien, il a fait partie des noms cités à gauche pour prendre Matignon à l'époque où on pensait qu'Emmanuel Macron allait respecter le résultat des urnes des législatives. Certains disent de lui qu'il est le Obama du 93. Karim Bouamran, le maire PS de Saint-Ouen, est ici avec nous, l'homme qui monte. Alors, il y en a beaucoup à gauche, il y en a pas beaucoup à gauche des nouveaux visages, donc on a plein de questions à lui poser. C'est sympa la présentation, j'étais sympa avec vous là, non ? Ouais, merci beaucoup. C'est le début. Plaisir. Non, mais c'est un plaisir. Je vais m'occuper de vous après, mais... Oui, d'accord, mais moi je reviens à domicile, moi ici. Oui. C'est chez moi ici. Je suis dédicace aux fondateurs, Nasser Ketan, Hakim, toute la famille, Ahmed El-Kei, enfin bon, Akli en a parlé, donc je suis vraiment heureux d'être... C'est vrai, vous êtes... dans presque des locaux que vous connaissez plus que moi, mais je vais pas vous ménager non plus, on va poser des vraies questions. Non, mais... On le dit à nos... Bah non, mais là, vous allez pas me ménager, j'ai jamais été ménagé, moi, ici. Vrai. La Kyo Karcher, fallait se les taper, les chroniqueurs de la Kyo Karcher. Hein. C'est vrai quand les gars ils me disent, ouais, comment t'as été formé? Je dis, la Kyo Karcher, 2 heures, avec des personnes de droite, de gauche, et non, j'en ai un très bon souvenir, et puis c'est surtout la première radio qui m'a fait confiance. Donc, reconnaissance éternelle. Les auditeurs l'ont compris, c'est un invité pas comme les autres, et on est très heureux. Mais avant, donc, Kahwa brûlant, Emmanuel Macron a-t-il enfin dit quelque chose d'intéressant concernant l'attitude ignoble du gouvernement israélien? Je tacle assez ici pour pouvoir lui donner de temps en temps un bon point. Et oui, notre président, même si ça sonne comme un acte tardif, vient d'affirmer vouloir boycotter la livraison des armes à Israël et à son armée hors de contrôle. Alors je lis ce qu'il a dit. Je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer des armes pour mener des combats sur Gaza. Alors les mots sont choisis, il ne cite jamais Israël, mais la formule est assez limpide et dans le monde très feutré de la diplomatie internationale, c'est une sortie hostile, on l'a vu dans le flash tout à l'heure, qui ressemble de plus en plus à une crise diplomatique entre la France et Israël. Malgré l'horreur et un bilan monstrueux en victimes, malgré des attaques aveugles jusqu'au Liban, avec d'innombrables morts de civils innocents, Israël ose s'insurger sur cette position, je dirais presque minimaliste de la France. Mais en France, heureusement que le camp présidentiel peut compter sur la très zélée présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui se permet le luxe de contredire le président dans une riposte médiatique. Elle ose humilier son patron, il ne faut pas désarmer Israël. Je rappelle juste le bilan d'étape, car malheureusement, ce sont les dernières déclarations des dirigeants israéliens qui le disent, le pilonnage n'est pas terminé, donc bilan d'étape. Selon le site du Lancet, le nombre de morts pourrait atteindre les 186 000 morts à Gaza. Voilà, en prenant en compte la famille et les maladies bien supérieures au chiffre même du Hamas. En Cisjordanie, selon UNICEF, 166 enfants ont même été tués. Le Liban n'est pas non plus épargné, on l'a vu avec l'attaque la plus meurtrière depuis près de 20 ans. Alors on dit qu'à Gaza, un enfant est tué toutes les 10 minutes, je le répète et je le dis à la présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle entende bien ce chiffre que j'ai pu lire et relever sur le site de l'UNICEF. Un enfant est tué toutes les 10 minutes, c'est effroyable. Alors quel être humain ne peut souhaiter de toute son énergie la fin de l'usage des armes qui tuent des enfants? Je pose cette question très simplement. Et je le dis, accepter cela, c'est consacrer une doctrine moyenâgeuse, digne de Daesh et des plus grands barbares, une doctrine qui accepte de supprimer des vies d'enfants pour neutraliser son ennemi, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, j'aimerais aussi revenir sur l'interview du grand reporter Charles Anderlin, que j'ai écouté chez mes camarades de quotidien jeudi dernier. Il explique de manière clinique,
c'est quand même un grand journaliste qui connaît bien le terrain là-bas, que Benjamin Netanyahou a favorisé le financement du Hamas, oui, c'est ce qu'il dit, et il parle de milliards d'euros. Le Premier ministre israélien aurait refusé que l'administration américaine à l'époque intervienne pour geler les avoirs du Hamas, comme cela avait pu être fait pour Daesh et Al-Qaïda. Pourquoi ? Bien, car le Premier ministre israélien, toujours selon Charles Anderlin, aurait toujours voulu un Hamas fort pour gérer Gaza, manœuvre censée empêcher la création d'un État palestinien. Quel cynisme ! Mais on le voit, le peuple israélien est en train visiblement d'ouvrir un peu les yeux sur la réalité de son gouvernement. Et en ce jour dramatique, les 1 an du 7 octobre, il fallait le rappeler, le Premier ministre peut être accusé d'avoir aidé un ennemi qui s'en est pris ensuite à ses propres citoyens. Donc à ceux, là-bas ici, à l'Assemblée, qui défendent jusqu'au bout un gouvernement pompier pyromane, nous leur disons que le 7 octobre est le résultat aussi d'une politique cynique, froide et criminelle, d'un Premier ministre qui n'a jamais montré une volonté de pacification dans la région. Alors mon invité, Karim Bouhamran, je me retourne vers vous. Que pensez-vous de la sortie d'Emmanuel Macron et puis celle en retour de la présidente de l'Assemblée nationale? Alors j'y suis allé évidemment au vitriol comme on dit, mais vous, quelle est votre position? Ma position, c'est exactement la même depuis le 7 octobre 2023. La première, c'est une pensée pour tous les innocents qui sont morts et qui continuent à mourir. C'est effroyable le chiffre que vous venez d'indiquer. 187 000 morts d'un côté, 2 000 morts à la suite du 7 octobre de l'attaque terroriste du Hamas, et derrière on a des innocents palestiniens, des innocents musulmans, des innocents juifs, et moi tout de suite je m'étais exprimé là-dessus sans aucune ambiguïté en disant ça va fragiliser la paix dans cette région. Netanyahou s'était engagé à liquider le Hamas. Le Hamas continue à opérer, il s'était engagé à libérer les otages, il y a encore des otages, et derrière, en attendant, nous on se bat pour qu'il y ait 2 États et pour qu'il y ait un cessez-le-feu, et il y a une escalade. Donc derrière, sur la position de Emmanuel Macron, et je suis sur cette ligne, donc évidemment, tout ce qui pourrait être enclin à apporter la paix et à pacifier et à arrêter l'attitude complètement folle de Netanyahou. On a l'impression qu'il y a un point de non-retour, et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron... Et en plus, il a remis dans le game, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, le Hezbollah. Et du coup, là, on arrive dans une relation où l'Iran peut réagir et Israël peut réagir contre l'Iran. Donc, on voit bien l'escalade dans l'espace d'un an. Et la politique de Netanyahou, avant même le 7 octobre, était totalement décriée. Moi, si j'étais citoyen israélien, je serais avec tous les pacifistes israéliens qui manifestent depuis des années, des jours et des jours, depuis des semaines et des semaines, contre la politique de Netanyahou. Et d'ailleurs, quand vous regardez le constat de la politique de Netanyahou, c'est un échec total. Un échec total. Est-ce qu'il a réussi à mettre fin aux attaques du Hamas? Non. Pire que ça, il a relancé le Hezbollah. Est-ce que derrière, il a réussi à pacifier la population en sécurité intérieure? Non. Est-ce que derrière, il a pu libérer les otages? Non. Donc c'est un échec total. Sur tous les terrains. Sur tous les terrains. Et surtout, cher Azdine, souvenez-vous, avant le 7 octobre, il y avait toute une volonté, toute une dynamique de la gauche israélienne de lutter contre la tentative de Netanyahou de fragiliser la démocratie, l'essence même de la démocratie israélienne. Donc on arrive à 3 gagnants, le Hamas, le Hezbollah et la politique de Netanyahou. Les extrémistes. Les extrémistes et les victimes collatérales, ce sont les pacifistes, les civils israéliens qui meurent, les civils libanais qui meurent, les civils palestiniens qui meurent. Et nous en France, parce que là aussi, vous me permettez... bien sûr. C'est quand même terrible ce qu'on a vécu, nous. Nous, pacifistes, qu'on soit français musulman, qu'on soit français feuge, on a été systématiquement mis dans une espèce de camp, choisis ton camp de la radicalité. Chantage presque, ouais. T'es avec tes amis, dans les familles musulmanes. Alors au bout d'un moment, si jamais tu prônes la paix et tu dis non mais attendez, le Hamas terroriste, attends, t'es un traître, tu vas du côté de tes amis feuges, mais attention, là ce qui se passe, Netanyahou il est complètement disproportionné, il faut qu'il arrête dans sa politique totalement délirante. Mais attends, t'es pour les terroristes. Justement, ça crée vous me faites la passe que j'avais la question d'après, c'est je mets quand même les pieds dans le plat. J'ose la question quand on est originaire du Maghreb, du Maroc. Pour vous, c'est simple d'avoir une position sur le sujet sans être taxé justement d'affect ou pas? Mais Azdine, on ne peut pas ne pas avoir de l'affect à partir du moment où, lorsqu'on grandit dans un quartier comme le nôtre, on ne sait pas ce que c'est un musulman, un juif, un non-croyant. Le point commun qu'on a, c'est qu'on est tous pauvres. Nous, nos voisins, c'est des feuges, c'est des musulmans, c'est des croyants, des non-croyants, c'est des cathos, c'est des athées.
Et le point commun qu'on avait, c'est qu'on était tous fils de smicards ou d'ouvriers ou de petites classes moyennes. Et là, on nous importe un conflit où on commence à nous monter les uns contre les autres. Et c'est là où j'en veux à une partie de certaines formations politiques. Ils se servent justement de ce conflit pour nous diviser, alors que le sujet, c'est comment on arrive à créer deux États, un État palestinien, un État israélien, comment on arrive à cohabiter, comment on arrive à multiplier. Moi, je l'avais écrit, j'étais exprimé ici à l'époque où c'était le seul média qui nous donnait la possibilité de nous exprimer sur Beurre FM, où l'aspect économique est hyper important entre les deux États. Et puis derrière, nous, en tant que Français de confession musulmane ou Français d'origine maghrébine, oui, ça a créé des tensions. Et justement, nous qui sommes au milieu, faut pas qu'on ait peur. Faut qu'on dise des choses. Et il faut qu'on dise des choses que oui, on a des amis feuges, oui, on a des amis musulmans. Et derrière, ce qu'on met en avant, c'est la folie meurtrière de Netanyahou, la folie meurtrière du Hamas, la folie meurtrière du Hezbollah. Et arrêter de se dire, lorsqu'on est pour la paix. La France, elle est à la hauteur, là, ou pas, dans ce qui se passe ? Je pense que la France n'a pas été à la hauteur. Je pense que la France n'a pas été à la hauteur parce que la France. Parce que là, on a parlé d'Emmanuel Macron, mais on sent que ça arrive très tard, comme ces positions. Le sujet, et c'est pas déconnecté de la position de Breton, la sortie de Breton sur Bruxelles. On a un axe franco-allemand qui est au profit de l'Allemagne, et derrière, la place de la France au sein de l'Europe, et donc la place de l'Europe au niveau international, décline. Donc effectivement, on n'a pas répondu présent comme on aurait dû répondre présent. Les États-Unis ont été happés par leurs élections, les Russes sont happés par le sujet avec l'Ukraine, ce qui fait que derrière, on arrive à une instabilité qui fait que seule une Europe forte sur le plan politique va nous donner la possibilité d'apporter de la stabilité. Et là, on arrive à un moment de bascule. Soit il y a une escalade où on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, avec l'Iran et puis les sites nucléaires, et la folie de Netanyahou, et le Hezbollah qui revient dans le jeu, et le Hamas qui continue à opérer, ou soit derrière on arrive à faire un step back et on essaie de revenir dans une vision un peu plus apaisée et un peu plus optimiste. Et c'est l'heure de la pub, mais on revient après. Les step back et les Muslim FE, j'aime bien. Non, mais c'est bien, c'est un peu le nouveau langage de la nouvelle politique là. Non, là, on est dans la modernité. Dans la Beurre FM, on a toujours bien parlé en anglais, nous aussi. C'est la secrétaire qui nous donne la charte. On est bien, mais oui. La charte lexicale. Oui, on continue sur notre Kawa sans filtre et mon invité Karim Bouamran, le maire. Qui a le vent en poupe, j'aime bien dire ces petites phrases de journaliste, le qui a le vent en poupe, la nouvelle pépite, le maire pèse de Saint-Ouen, ville dynamique, ville bobo, un petit peu quoi, qui s'est dynamisé. Alors on vous présente comme la nouvelle pépite de la gauche. Alors vous avez fait votre carrière, je crois, alors c'est la fiche Wikipédia, j'appelle ça moi, la carrière dans la sécurité informatique. Vous avez été brièvement communiste, puis aujourd'hui socialiste, élu de terrain, qui connaît parfaitement donc son territoire dans le 93. D'ailleurs, vous avez été cité, alors ça évidemment j'attendais cette question, pour être Premier ministre. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce qu'on vous a appelé ? Qui vous a appelé ? Parce qu'il y avait à gauche, il y avait des noms qui étaient sortis, évidemment. Au PS, il y en a plusieurs, dont Bernard Cazeneuve. Et c'est vrai, vous vous a appelé ou pas ? Oui, c'est vrai. Ah, pas mal ça. Ça, c'est de l'info, ça. Oui, c'est vrai. Qui vous a appelé ? Alexis Collère ? Non. Si l'information a été sérieuse pendant plusieurs semaines, c'est que c'est venu en plus haut lieu, donc bien c'est sûr. directement le président de la République. Donc c'était des discussions directement avec le président de la République. Donc à l'époque, je pouvais pas dire je suis en contact avec le président de la République, parce que ça aurait été faire preuve d'immaturité, et puis ça ne se faisait pas. Fallait attendre que le Premier ministre soit nommé. Et puis surtout derrière, il fallait pas apparaître comme celui qui était dans une logique de projet individuel, parce que là je me serais fait sniper. Bien sûr. Mais oui, c'était des contacts en plus haut lieu, et la question, moi j'avais tout de suite expliqué que ça ne pouvait se faire uniquement si ma formation politique validait cette option, et qui partait par le NF, qui appartenait au nouveau Front Populaire. Sachant qu'à l'époque, la candidate officielle du nouveau Front Populaire, c'était Lucie Castet. C'était dans une situation qui était relativement compliquée. C'est vrai que j'ai parlé de Bernard Cazeneuve, mais c'était Lucie Castet, la candidate voilà. NFP, on va dire compatible avec les Insoumis. Ça, ouais. Vous me permettez juste une petite incise là-dessus. C'était le NFP avait choisi une candidate, c'était Lucie Castet, et derrière le président de la République avait émise
d'autres options, dont 2 sérieuses, qui étaient Bernard Cazeneuve et moi-même. Et Bernard Cazeneuve n'étant pas socialiste, donc le vrai sujet, c'était est-ce que le NFP était en capacité de prendre un candidat issu d'une des formations du NFP, c'est-à-dire écolo, PS ou communiste ou insoumis, autre que Lucie Castel. Et pourquoi ça s'est pas fait alors selon vous? Parce que ça s'est pas fait pour 2 raisons. La première, le NFP... dès qu'il y a eu une réunion avec le président de la République le 21 août, vous savez, quand il y avait la fameuse délégation, ce qu'ils avaient affirmé, c'était nous, notre candidate, c'est Lucie Castel. Voilà, il restait là-dessus. Donc voilà, et surtout, il y avait un sujet, c'est que la ligne politique, chers camarades, à savoir, moi j'étais pas dans le mensonge, l'insincérité. Je savais très bien que affirmer que 100% du programme avec le programme, c'était de la mythomanie. 100% du programme avec le programme, ça se fait si jamais vous avez la majorité absolue. Mais là, on n'avait pas la majorité absolue. On arrivait premier, mais on n'avait pas la majorité absolue. Après, Emmanuel Macron a commis aussi une erreur de ne pas respecter la tradition de la Ve République, à savoir nommer un Premier ministre. Et vous ne pensez pas qu'il a utilisé votre nom comme celui de Bernard Cazeneuve pour nous faire croire qu'il a tenté d'aller chercher un Premier ministre à gauche, parce que finalement, il allait chercher Michel Barnier avec, je dirais presque la bénédiction de Marine Le Pen? Je pense que son côté coup à 3 bandes, 5 bandes, j'y crois à moitié. C'est un peu un spécialiste du billard quand même, hein, Emmanuel Macron. Ah oui, bien sûr. Mais là, le sujet était nettement plus simple. C'était, il n'y a pas de majorité, il y a personne, il y a rien qui se dégage. Donc soit on est en capacité d'avoir un Premier ministre à gauche, comme c'est la tradition, qui serait dans une logique de compromis, mais à partir du moment où une partie du NFP est dans une logique de rupture en affirmant que c'est le programme avec le programme non négociable, ça signifie que derrière il n'y a pas moyen de négocier quoi que ce soit. Donc Emmanuel Macron a commis, je pense, une erreur en décidant de lui-même que la première ministre allait être mise en minorité, allait se faire censurer. Donc ça, je pense que ça a été une erreur. Et puis nous, à gauche, on aurait dû tout de suite adopter une attitude légèrement différente, à savoir être dans le compromis. Et on aurait été au pouvoir, on n'aurait pas eu Retailleau. Donc Michel Barnier est nommé Premier ministre, il fait un gouvernement très, très à droite, conservateur, néo-réactionnaire, on pourrait même dire, quand on voit certains profils. Et Michel Barnier, et le choix de Michel Barnier, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron qui tape dans la main du RN, plutôt que d'aller chercher l'alliance avec les Insoumis, ça vous inspire quoi? C'est quand même, là on a passé quand même une étape dans l'acceptation et la normalisation de l'extrême droite, non? Bien sûr. Déjà, ce qui est terrible, cher Asdine, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'on s'exprime tous, mais tous, pour faire en sorte qu'on n'ait pas le Rassemblement national. On s'exprime pour avoir la gauche au moins devant. On a des résultats qui répondent à l'expression populaire, à savoir un bloc républicain et les formations du NFP arrivent devant. Et on se retrouve avec un Premier ministre Barnier qui sort de nulle part. On l'avait oublié, lui. C'est pas possible. Barnier, sous tutelle du RN, avec un ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui limite nous amène à regretter Gérald Darmanin. Quelqu'un qui nous explique que des personnes comme nous, qui sont autour de cette table, sont un problème pour la France. Non mais je veux dire, mais l'ADN même de notre pays, l'ADN même du ciment républicain. Donc derrière Emmanuel Macron, est-ce qu'il a commis une erreur? Il s'est tourné vers le pôle qui lui donnerait le plus de stabilité en théorie, et il s'est dit je préfère avoir un gouvernement de droite sous tutelle du RN qu'un gouvernement à gauche qui serait mis en minorité, qui serait censuré sous 6 semaines. C'est là où derrière, il n'avait pas anticipé la censure d'un gouvernement de gauche. Il aurait dû dire au NFP, vous êtes bien dans vos appuis, super, vous avez confiance en votre capacité à ne pas être censuré, très bien, allez-y. Alors le PS, on va un peu quand même écorner le PS quand même dans l'histoire. J'ai l'habitude ici, moi. Dans l'histoire de la Ve République et de la visibilité, on va dire, des personnes issues de l'immigration. Pourquoi le PS n'a pas beaucoup fait émerger des visages et des noms qui sentent un peu l'huile d'olive aujourd'hui? Vous paraissez un peu comme cette espèce d'ovni ou alors de personnalité inédite. Pourquoi? Voilà, on a le sentiment, c'est quand même... Pardon, mais Nicolas Sarkozy, qui est le premier à avoir nommé une ministre à un poste régalien d'origine marocaine et algérienne. Moi, j'ai commencé à militer fin des années 90. J'ai été élu en 1995.
et que malheureusement c'est pas l'apanage du PS, c'est le PS, c'est le PC, c'est beaucoup de partis à gauche. Mais le PS était au pouvoir, quoi. Alors justement, et c'est là où je veux pas dédonner le PS, mais pourquoi ? Parce que tout simplement il y avait cette espèce d'entre-soi et il y avait des préjugés qui étaient le suivant, une assignation à résidence intellectuelle, territoriale. Donc c'est bien les rebeux, les renois, c'est bien, mais pour aller chercher des voix, c'est bien, mais limitez-vous au sport, limitez-vous éventuellement au culte et à tout ce qui est citoyenneté. Et le problème, c'est que il y avait toujours cette espèce de vision dans l'inconscient collectif que un Français arabe ou un Français noir ou un Français métis issu des quartiers, parce qu'il y a aussi ça aussi, parce que quand c'est fils d'ambassadeur ou fille d'ambassadeur, ça pose pas trop de problèmes. Et ils étaient assignés à résidence politique, donc un poste de conseiller municipal délégué, parce que effectivement il représente les quartiers et puis il va donner la possibilité de rentrer dans les quartiers. Après, attention Asdine, il y a aussi comme disent les Anglais, le flip side, c'est-à-dire le revers de la médaille. Nous aussi, toute la génération des Français arabo-musulmans issus des quartiers pauvres, on a notre part de responsabilité parce que on a accepté de rentrer dans ce petit jeu parce qu'on avait le choix. Moi j'ai pris le choix. Oui. J'aurais pu être ministre à l'époque de Sarkozy en étant un ministre gadget et me dire tiens voilà, je suis ministre intel de la ville, de l'intégration ou de la discrimination comme on nous a mis. Parce que c'est quand même fort ça, Asdine. On est passé de Karim Bouamran, Premier ministre potentiel, à un secrétaire d'État, et j'ai beaucoup de respect pour lui, je taperai jamais sur des Othman en charge de la discrimination et de la citoyenneté. Vous vous rendez compte de l'assignation à résidence intellectuelle. Et franchement je tape pas sur lui, c'est pas ça le sujet, mais vous vous rendez compte de la marche arrière. Donc par rapport à ce que vous disiez. Alors justement, on vous présente un peu comme le tenant d'une gauche un peu réaliste. Alors, même les sujets sécurité, pas de tabou. Je crois qu'il y a le concept du safe, la ville sécurisée, apaisée, fraternelle et écologique. Ouais, ça c'était pour faire genre en début de mandat. Mais bon, c'est bien, ça a marché. Couvre-feu pour les mineurs à 22h, c'est ça ? Ouais. Augmentation des policiers municipaux. Vous nous faites une Manuel Valls ou pas ? Mais non mais c'est pas ça, non, Asdine, mais Manuel Valls. Déjà, Manuel Valls, j'aimerais bien tordre le cou à un mythe. Je ne connais pas Manuel Valls, moi. J'ai jamais eu de discussion avec. C'était une formule pour dire voilà. C'est vrai qu'au PS, il y a sûrement l'image d'un parti angélique sur ces questions-là. Ensuite, qui sont les premières victimes de la sécurité en France ? C'est pas les classes supérieures. Les classes supérieures à Vive ou à Val. Il y a le nombre de policiers au mètre carré dans les quartiers riches est 2-3 fois plus supérieur que dans les quartiers pauvres. Qui sont les victimes de sécurité ? Les classes populaires, les classes moyennes. Donc moi, mon sujet, contrairement au Rassemblement national, je ne lis pas sécurité à immigration. Moi, je lis sécurité à autorité, à respect et à civisme. Nous, autour de cette table, on a été éduqués avec quelles valeurs ? Des valeurs de civisme, de respect, de sécurité et de respect de l'autorité. En revanche, là où il y a un sujet à gauche, c'est que on a justement déserté une partie des quartiers populaires parce qu'on a laissé cette question soit à la droite extrême, soit à l'extrême droite. Notamment vous connaissez quand même bien ce sujet parce que on dit à Saint-Ouen, il y a un assez important, j'aime pas stigmatiser, mais le trafic de stupéfiants existe. Voilà, à Saint-Ouen, on le sait, c'est un point de deal où ça a été un point de deal important. Donc vous connaissez ce sujet et vous avez décidé évidemment de pas peut-être d'être assez réaliste, quoi, de taper Quand vous êtes maire ou quand vous êtes responsable politique, votre ligne de conduite, ça doit être améliorer la vie des gens concrètement et leur donner des perspectives. Donc sur la question de sécurité, de l'autorité, de la tranquillité, c'est de la prévention, c'est de la répression, c'est du travail avec la justice, c'est du travail avec Beauvau, le ministère de l'Intérieur, mais c'est aussi le cadre de vie qui est important. J'ai été le premier à parler du beau. Alors quand on rentre dans ce studio, on se sent bien parce que c'est un beau studio. Quand vous allez... Ne dites pas ça, qu'il y a le patron, on veut qu'il soit plus beau, faut qu'il lâche la thune un peu quand même. Alors, le patron de Beurre FM, si vous nous entendez, voilà, il y a une requête, je vais être le garant du beau à Beurre FM. Très beau, mais c'est important. Donc le beau, ça contribue à se sentir en sécurité. Donc ça renvoie aussi à la politique d'aménagement, ça renvoie à la politique de réhabilitation du logement, aux espaces publics. Donc tout ça, c'est comment on arrive à remettre la qualité de vie au centre du jeu. C'est la sécurité. Ensuite, immigration. Parce que ce qui m'énerve à gauche, c'est que souvent on liait sécurité et immigration. Ça, c'est
c'est une doxa d'extrême droite. L'immigration, il faut le lier au problème écologique, problème international, problème de flux migratoires, raréfaction de l'eau et exil politique. Et économique aussi. Et économique, bien sûr. Complètement. Alors, complètement. alors là, bon, j'entends presque un programme politique national. Ça, voilà, moi, vous avez fait la une du New York Times, je crois, en avril dernier. C'est ça, comme la classe. Hein. Pas beaucoup qui font. Hein. Kim, il a essayé. Ils attendent toujours un peu de la une. Oui, tout à fait. Ouais. Non, elle est en impression. Elle en impression, voilà. Ouais, je vais être assez clair. Il nous reste 2 minutes. On va faire sur ça. Est-ce que ça monte à la tête d'un destin, un destin national, présidentiel? J'imagine qu'on doit vous en parler dans votre entourage. La gauche et même le personnel politique manque un peu de modernité, nouvelle personnalité. Est-ce que vous avez envie, je dirais de manière, dans un futur assez proche, d'être candidat tout simplement à l'élection présidentielle à l'Élysée? Celui qui est candidat, qui annonce sa candidature maintenant, il a rien compris. Il a rien compris au timing. Il a rien compris aux enjeux, il a rien compris aux priorités des Français. En tout cas, ça vous fait pas peur d'incarner une voix nationale? Non. Aujourd'hui, on a lancé un mouvement qui s'appelle La France humaine et forte, 4000 personnes. 4000 personnes. Énorme meeting. Et là, on ne peut pas nous dire selon les organisations de la police parce que c'est une tribune de foot. Et là, pour le coup, c'est une tribune. C'est une tribune. Donc la tribune est pleine. La tribune a fait 4000. On peut pas la jouer. La manifestation, les flux. Non. Là, c'est rempli. Les photos. Donc 4000. Trouvez-moi dans l'histoire de la Ve République un mouvement citoyen qui se lance de zéro. Qui arrive à mobiliser autant de personnes. Ça signifie que nous, on a annoncé la couleur. On veut qu'en 2027, la gauche reprenne le pouvoir, elle soit en responsabilité, et ça passe par des personnes qui agissent, qui réfléchissent et qui viennent d'horizons divers et qui se disent, tu sais quoi, on veut avoir les moyens d'être écouté et d'être reconnu. C'est la France, une partie de la France à qui on a dit non, la France qui se sent méprisée, la France qui a un lien avec les origines populaires, fils d'agriculteurs, petit-fils d'ouvriers, mais aussi ceux qui viennent des hypercentres, qui sont bien, qui vivent bien et qui se disent, moi c'est quoi tout simplement, j'ai pas de problème financier, mais je lutte contre les inégalités. Donc c'est ça, c'est cette France-là, et qui se reconnaît pas dans les partis. Et là, faut des mentors, faut des alliés. Je crois que on vous dit, vous êtes fils de Hollande ou pas? François Hollande, non. Ah non, moi je suis fils de Halal Bouamran et Sadia Bouamran. C'est tout, c'est uniquement ça. Et puis, et je suis fier de mes parents et j'ai toujours refusé d'être dans une espèce de relation infantilisée. C'est important, c'est pour ça que je savais qu'il allait mon parcours, réagir comme ça. Mais mon parcours professionnel, c'est le parcours des startups. On démarre de zéro et on développe. Et on a toujours été dans une logique d'autoprod. Et c'est pour ça que dans le début de mon intervention, je parlais de Beurre FM et le New York Times. C'est exactement le même profil, c'est que derrière, non mais vous savez quoi, Zdine, c'est exactement la même graine, c'est-à-dire qu'ils ont regardé simplement nos compétences. J'étais pas à Beurre FM parce que j'étais rebeu, New York Times, ils m'ont pas pris parce que j'avais un phénotype rebeu, renois. Ils m'ont dit, bon tiens, concrètement, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu dis? La première fois que je suis venu ici, c'était l'actu au Karcher, 2 heures. Après, on m'a dit, bon, ok, t'es bon, tu reviens. Quand t'es pas bon, tu sors. Moi, je suis arrivé, j'ai été élu. Regardez ce qu'on a fait à Saint-Ouen, c'est très concret. On a fait passer 7 points de deal à 2 points de deal. On a créé des lieux comme la communale, 13 000 m². On a fait venir Thierry Marx. On a développé le projet du Grand Hôpital. On est en train de travailler l'Académie Tony Parker. On a rénové le Stade Boer. On a fait remonter le Red Star. C'est très concret. On peut dire ce qu'on veut. On a rénové le centre. On a rénové les quartiers. On est en train de rénover 1800 logements. On a fait un projet qui s'appelle l'ANRU, 1,5 milliard. Donc, voilà, j'explique aux auditeurs, quand un responsable politique comme ça fait son recensement de ce qu'il a fait, généralement, c'est déjà un début de programme. Merci, Karim Bouamran. C'est factuel. Mais oui, mais bien sûr, vous avez raison. Mais vous êtes là pour faire votre promo, je suis là pour décrypter, c'est le jeu. Et merci à vous. Merci, c'était très agréable. On en sait un peu plus sur vous, même si les auditeurs vous connaissez. Là, on a peut-être un peu rentré dans ce que vous avez dans le bide en termes de politique et de vision. Et merci pour le café. Bon, il n'était pas si grand que ça, monsieur Kétan, donc j'attends un second. C'est moi qui l'ai offert le café. Merci. Ouais, mais c'est soit la déco. Je me fais sniper en direct. Soit la déco, soit le café. Il faut choisir. Non, c'était super. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour le respect que vous m'avez témoigné. Très vite, on va vous rappeler. Merci à vous. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.